Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Louis Lardière au Salon de l'Agriculture de Paris. Alors, comment vous définir Louis ? Eh bien, c'est pas si simple car ce jeune homme a plein de ressources qui le mènent à mener une montagne de projets. Pour vous retracer son parcours, Louis est issu d'une famille d'éleveurs de Bazadès et de Blondes d'Aquitaine en Vendée. Il a démarré son cursus par un lycée agricole, puis a poursuivi sa route en BTS, pour finir à Bordeaux Sciences Agro, l'école d'ingénieurs agronomes. À 23 ans, il est aujourd'hui en dernière année d'école et est en alternance dans la start-up Inverse qui fait de l'élevage d'insectes à destination de l'alimentation animale. En parallèle de cette expérience, Louis reste très investi dans son exploitation qu'il compte bien rejoindre une fois qu'il aura fait ses armes à l'extérieur. Avec son père et son oncle, il mène une multitude de projets. Mise en place d'un atelier de vente directe sur la partie bovin-viande, développement d'une gamme d'haricots blancs transformés pour nous régaler à l'apéritif sous le nom des croque-mojettes, production de cacahuètes qu'ils vendent également sous leur propre marque, et puis bien sûr, développement de l'élevage d'insectes pour l'alimentation animale, auquel Louis croit dur comme fer pour apporter un complément de revenu à l'exploitation. À l'heure où la question de la transmission des exploitations est un sujet majeur du monde agricole, je trouvais intéressant de donner la parole à Louis. Il est pour moi représentatif de cette nouvelle génération intellectuellement très câblée et pleine d'idées, qui a envie de s'investir dans le métier et qui fait le pari de l'innovation pour pérenniser leur exploitation. Bref, de véritables entrepreneurs du vivant. Et puis vous le verrez, les qualités humaines de Louis ne gâchent rien à l'affaire. Bref, je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute! Salut Louis. Salut Louise. Merci beaucoup de... Ah Louise, c'est original, c'est vrai. Merci beaucoup de me donner de ton temps pendant le salon de l'agriculture. Merci à toi. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Donc moi c'est Louis Lardière, donc j'ai 22 ans. Je suis originaire donc, du département de la Vendée, fils d'éleveur et agriculteur donc, dans le même département. Ici donc on se retrouve dans les réserves du Salon international de l'agriculture, donc là où se retrouvent les éleveurs le soir quand à 19h le salon ferme ses portes. C'est où donc on se retrouve pour des moments on va dire conviviaux de retrouvailles, voilà, où on fait des repas sympas et on fait un peu la fête, on peut le dire. On est dans les vraies coulisses, on mettra des petites photos sur les réseaux sociaux et surtout on est à côté du grand ring où défilent les animaux et avec le speaker, donc j'espère que ça dérangera pas trop les auditeurs. On va essayer de parler près du micro. Alors ça a été quoi le déclic pour toi de t'investir en agriculture ? Pour moi, c'est une passion depuis tout petit. Je suis un peu, on va dire, tombé dans la marmite comme pas mal de fils d'agriculteurs que je connais. Pour moi, c'est vraiment une vraie vocation. L'agriculture, je l'ai au fond de mes veines. J'ai déjà essayé, on va dire, d'aller travailler à l'extérieur dans d'autres milieux, mais à chaque fois, ça me revenait un peu à mes racines. Et voilà, ouais, c'est aussi une fierté et puis une réelle volonté de ma part de produire et cultiver ou élever en fait des denrées de qualité pour nourrir la population. Et je trouve que c'est un super beau métier et c'est un rôle noble à la base de l'humanité, quoi. C'est chouette. Et tu peux nous décrire l'exploitation de tes parents pour l'instant, de ton père et de ton oncle, c'est ça ? C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. tu peux nous décrire ce qu'il y a dessus actuellement et Tout à puis fait, après on reviendra sur ton parcours et de tous les projets que tu mènes. C'est ça, donc elle s'appelle la ferme du Parpounet. Elle est basée donc dans le Bocage vendéen, dans le nord du département. Donc c'est une exploitation en polyculture et élevage où on retrouve à peu près 150 mères donc, de race blonde d'Aquitaine et quelques Bazadès en système donc naisseur-engraisseur. Et où on travaille un petit peu aussi la génétique. On vend quelques reproducteurs chaque année. Donc nous on a la volonté donc depuis plusieurs années maintenant de travailler tout en circuit court et en vente directe sur la partie viande. Donc on travaille en direct avec des boucheries, comme ça on maîtrise notre prix de vente et ça donne aussi du sens à ce qu'on fait. Et à côté donc on a à peu près 180 hectares en culture de vente. Donc on va retrouver des céréales à paille, des protéagineux et notamment plusieurs cultures de semences, donc de multiplication de semences. Et en plus plusieurs sortes de légumes secs, notamment donc le fameux légume sec qui fait parler du département qui est la mojette, donc une variété d'haricots blancs. Et on fait également à côté des flageolets, des cocos, des pois chiches, des lentilles, etc.
Et on vend tout ça en vente directe à la ferme et en circuit court auprès de magasins, restaurateurs, grossistes, épiceries fines, etc. Ok, impressionnant. On y reviendra parce qu'il va falloir nous expliquer comment vous avez le temps de vous occuper de tout ça. En tout cas, au salon, ici, tu es chez toi. Tu es venu avec Malcolm, un taureau basadé. Et puis donc, du coup, tu as accès aux cabanes des Blancs d'Aquitaine, aux cabanes des basadés, au stand de la vente des stands de la Nouvelle-Aquitaine. On ne savait plus où enregistrer l'épisode. Et tu es aussi actuellement en apprentissage dans une start-up de la ferme digitale qui s'appelle Inverse. C'est ça. Exactement. Très bien. Donc, salon chargé. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est l'occasion de tous se retrouver, de communiquer un peu sur nos pratiques, le monde agricole, et puis voilà, de retrouver à la fois les amis éleveurs agriculteurs, mais aussi tous les partenaires sur les différents domaines. C'est un chouette événement, ouais. Et pour revenir sur ton parcours, tu as démarré par un lycée agricole, c'est ça ? Tout à fait, ouais, c'est ça. À la suite du collège, je me suis dirigé vers un lycée agricole, donc j'ai effectué une seconde générale et technologique. Ensuite, donc, j'ai entamé un bac technologique STAV, donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, qui m'a beaucoup plu, qui était assez ouvert donc sur l'aspect à la fois technique agronomique, mais aussi très général et poussé sur ces matières-là. Et à la suite de ça, donc, j'ai été effectuer un BTS Axe, donc analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, pour étudier un peu toute la partie gestion d'exploitation et technicité des différents ateliers. Et ensuite, donc, je me suis lancé le défi pour essayer en fait d'acquérir des compétences différentes et compléter un peu tout ça, donc d'entrer en école d'ingénieur agronome. Et là, donc, je termine le cursus que je faisais en alternance. Ouais, à Bordeaux Sciences Agro. Exactement, c'est ça. Je trouve ça intéressant comme parcours aussi pour valoriser les lycées agricoles. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas valorisés à la hauteur de ce qu'ils devraient pour travailler pour le groupement de lycées agricoles des Landes, Agricampus 40. Et c'est vrai qu'on peut démarrer par un lycée agricole et aller jusqu'à une école d'ingénieur agronome, quoi. Bien sûr, ouais, ça ferme pas de porte et même au contraire, j'ai des amis qui sont passés en lycée agricole dès le bac et qui aujourd'hui font des métiers totalement à part du monde agricole, mais qui ont une certaine ouverture sur d'autres notions qui sont l'agronomie, la nature, enfin c'est vraiment très varié. Et souvent, ces établissements qui sont aussi assez familiaux, on se connaît tous parce qu'on est un petit effectif. Les professeurs ou l'équipe éducative est assez proche d'étudiants. Il y a pas mal de sorties terrain, etc. Donc c'est vraiment, je trouve, un espace qui fait grandir et qui malheureusement n'est pas assez communiqué à mon sens, notamment auprès des collèges. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Chacun y a sa place. Ouais. Et pourquoi tu as voulu faire ton alternance dans une start-up est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils font quand même, Inverse, et pourquoi pas repartir directement? Tu aurais pu faire une alternance presque sur ton exploitation, vu que je crois qu'à terme, le projet, c'est de t'installer à nouveau. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, dans l'idée, c'est ça, c'est de m'installer à la suite de mon père et mon oncle. Donc eux, ils sont encore jeunes, il leur reste à peu près 7 à 8 ans à faire. Donc, dans l'idée, moi, c'était de continuer de m'ouvrir l'esprit sur de nouvelles choses et puis aller voir ce qui se fait ailleurs. Et donc, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir agricole et notamment la place de la main-d'œuvre dans les fermes et la place du coup de la sécurité économique des exploitations agricoles. Et Inverse, donc, c'est une société qui développe un modèle agricole d'élevage de vers de farine, donc des insectes, pour nourrir les animaux, donc pour la nutrition animale. Et ils développent ça en fait dans des exploitations. Donc ils cherchent des agriculteurs qui en fait souhaitent diversifier leurs revenus en élevant des larves. Trop ouf. Et donc je trouvais l'idée assez sympa. C'est pas hyper chronophage comme production, c'est une production qui est assez rémunératrice et il y a vraiment un caractère innovant important. Et donc voilà, je me suis lancé le défi il y a 3 ans d'intégrer cette société, d'essayer de co-construire la filière avec eux pour peut-être avec l'espoir dans quelques années d'en faire autant sur mon exploitation et de développer cet atelier complémentaire pour sécuriser mon revenu et limiter, on va dire, l'astreinte de main-d'œuvre, notamment les week-ends où c'est compliqué de trouver la main-d'œuvre salariale. Ouais, c'est en ce sens-là, c'est que de trouver des modes d'élevage qui demandent moins de recours au salariat, c'est ça l'idée? Voilà, dans l'idée c'était ça. Et après, l'intérêt de la production, c'est aussi en fait qu'elle utilise peu de ressources. Les insectes se nourrissent de coproduits céréaliers, du son de blé, donc qui n'est pas en compétition avec l'alimentation humaine. On élève ça donc dans des bacs, ça prend peu de place en fait, peu d'emprise au sol. On a une production qui se fait à énergie positive aussi parce que les insectes n'ont pas besoin d'être produits. Bref, tout un tas d'arguments qui poussaient le projet, qui me bottaient énormément. Ouais, et du coup, je me suis dit, allez, on se lance le défi sur quelques années, quoi. Tu me donnes envie de faire un épisode dédié aux insectes, l'élevage d'insectes. Je ferai ça, je vais me le mettre dans la liste des choses à faire. Tu penses que c'est essentiel pour un agriculteur d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe avant de se réinstaller sur son exploitation? Je
Je pense que c'est intéressant, ouais, parce que non pas qu'on ait des idées préconçues quand on est sur une exploitation, mais on est souvent orienté, on est souvent aussi dans le travail avec une charge de travail importante. Et c'est toujours important de s'ouvrir un peu l'esprit sur à la fois d'autres productions, mais à la fois simplement d'autres manières de faire dans une même production, soit pour s'alléger en fait la charge de travail et rendre plus vivable notre métier, soit pour simplement le rendre plus attractif sur le plan financier. Et je trouve que le fait d'aller voir ailleurs, c'est aussi se créer un réseau et du coup s'ouvrir des portes et des opportunités pour après, quoi. Tu dis que vous n'avez pas d'idées reçues, les fils d'agriculteurs, mais quand je discutais avec les profs de lycée agricole, ils me disaient que les pires, c'était les enfants d'agriculteurs, parce qu'ils avaient vraiment leur idée que ça devait se faire comme ça, et qu'effectivement, des fois, il manquait cette ouverture d'esprit pour voir qu'on pouvait des fois faire les choses différemment. Oui, non, c'est vrai aussi, mais justement, le fait d'aller voir à l'extérieur, casse un petit peu, voilà, c'est pensées un peu, non pas malsaines, mais oui, c'est pensées préconçues, Oui, quoi, oui, c'est ça. oui. Ouais. Mais oui, c'est vrai que. Souvent. Et encore plus, toi, en start-up, non? Parce que, notamment dans la gestion d'une entreprise, dans la notion d'entrepreneuriat qui devient de plus en plus essentielle et importante dans le métier d'agriculteur. Hein. Vous êtes des entrepreneurs. D'ailleurs, je crois que tu avais participé à la campagne Entrepreneur du Vivant du ministère de l'Agriculture. Tu avais été sélectionné Oui, tout à fait. Ouais, pour. c'était Mais sympa. c'est vrai que ça te donne encore plus cette vision 360 des différents métiers d'une entreprise. Ouais, et l'intérêt en fait de la startup, c'est aussi ce degré de polyvalence qu'on peut avoir. En fait, donc on a souvent un rôle dédié. Par exemple, moi, c'était sur la partie recherche et développement autour de l'amélioration zootechnique de l'élevage d'insectes. Mais après, voilà, c'est assez transverse. Ici, par exemple, on fait de l'animation en salon où on va communiquer au grand public. On peut faire des actions de communication. On va travailler un peu la gestion de main-d'œuvre parce qu'on va être amené à travailler en équipe ou avoir des personnes au-dessus ou en dessous de nous, de gérer un peu des flux logistiques, des choses comme ça. Donc, c'est autant de compétences qui sont nouvelles, donc pour moi ou pour d'autres, sortant d'un cursus, on va dire, agricole traditionnel, mais qui sont peut-être aussi intéressantes pour l'avenir puisque nos structures agricoles vont être amenées à évoluer et le métier d'agriculteur en lui-même est aussi source de polyvalence puisque quand on est agriculteur, on n'est pas seulement éleveur ou cultivateur, on est aussi gestionnaire de main-d'œuvre, voilà, comptable, vétérinaire, fiscaliste, etc. quoi. Ouais, en tout cas, la nouvelle génération que je rencontre là, vous m'impressionnez parce que justement, vous avez intégré toute cette dimension et vous êtes aussi de plus en plus diplômés. Ben là, à ton image, je pense qu'il y aura de plus en plus d'agriculteurs qui auront un diplôme d'ingénieur agronome, quoi, parce que maintenant le métier devient si complexe et si complet que ça devient presque un pas jusqu'à l'école d'ingénieur agronome, mais en tout cas de faire quelques études ou d'aller voir ailleurs, à l'extérieur, etc. Ça devient un prérequis pour réussir à évoluer dans cet environnement complexe, quoi. Ouais, tout à fait. D'autant plus qu'aujourd'hui, la reprise d'une exploitation, c'est quand même quelque chose qui doit être sécurisé, qui doit être réfléchi, qui doit être calculé. Donc voilà, si demain tu arrives auprès d'une banque, il faut quand même avoir monté des dossiers assez solides et tout ça. Et alors le bac+5 n'est pas obligatoire, non, loin de là. Mais oui, voilà, heureusement d'ailleurs, et au moins avoir les reins solides et avoir quelques bagages en poche. D'où le fait qu'il y a de plus en plus de personnes diplômées au moins de minimum niveau bac, BTS. Ouais, beaucoup, et bac+2, je ne sais plus les stats, mais il y a une forte augmentation du pourcentage d'agriculteurs diplômés d'un bac+2, j'avais vu. Ouais. Et tu te considères comme un entrepreneur, toi ? Eh bien écoute, moi je sais que je suis actuellement donc salarié d'une entreprise, mais j'aime, on va dire, travailler pour moi, essayer d'innover, être en fait responsable de mes décisions. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on a dans les veines. Je suis issu de deux parents, que ce soit mon père ou ma mère, qui sont eux également tous les deux entrepreneurs. On va dire, j'ai toujours vécu un peu dans cette ambiance-là. Et c'est un peu une sorte de vocation, je pense, pour nous aussi, de faire les choses, créer les choses. Quand tu dis que tes parents ils étaient tous les deux entrepreneurs, ils étaient agriculteurs et déjà de leur génération à eux, tu considères que c'était de l'entrepreneuriat ? Voilà, mon père est agriculteur et je considère à part entière que c'est l'entrepreneuriat. Et ma mère, elle, donc travaille à l'extérieur, travaille toujours à l'extérieur et a son auto-entreprise de formation en comptabilité et gestion. Et là aussi, c'est une forme d'entrepreneuriat où il faut chercher sa part de clients, monter ses formations, dispenser, etc. Donc oui, bien sûr. Mais on a parlé un peu de la théorie là, de ton profil entrepreneuriat, mais on va passer à la pratique parce que tu développes plein de projets, notamment des cacahuètes et des, comment tu nous appelles ça, des croque-mojettes, c'est ça. qu'on a là sous les yeux. Tu peux nous raconter la démarche, ce que c'est ? Peut-être qu'on peut commencer par les croque-mojettes et après on se concentrera sur la cacahuète parce que ça m'intéresse
particulièrement? Tout à fait. Alors je développe, mais je co-développe aussi surtout parce que donc je suis pas mal appuyé par mon père et mon oncle et ma famille, mes amis qui me soutiennent et qui m'aident, on va dire, auprès du projet. Donc Croque-Mojette, en fait, c'est une idée toute bête. En fait, donc nous on produit donc depuis des décennies des haricots blancs, donc les fameuses mojettes sur l'exploitation agricole, et voyons un peu, on va dire, la déprise, notamment auprès des jeunes, de la consommation d'haricots blancs, soit parce que ils n'ont pas le temps de les cuisiner ou qu'ils savent pas forcément les cuisiner. On s'est lancé un peu l'idée de les transformer pour les mettre à l'apéro et du coup redonner ce caractère un peu innovant, un produit de terroir un peu oublié pour pouvoir le remettre au goût du jour. Et donc c'est ce qu'on a fait avec ces croque-mojettes, donc qui sont à base donc, de mojettes cultivées sur exploitation, qui sont cuites puis ensuite torréfiées et enrobées de différentes saveurs. Donc aujourd'hui on retrouve 4 saveurs de croque-mojettes, donc on en retrouve à la tomate, aux épices italiennes, au curry et au thym et à l'ail. Et donc c'est un produit voilà, qui a nécessité, auquel je me suis pas mal engagé donc, pendant à peu près une année, je dirais, en recherche et développement, en partenariat avec une start-up aussi lyonnaise, basée dans l'agroalimentaire, pour essayer de trouver les recettes, voilà, gérer la texture, gérer aussi le packaging, donc ça j'ai géré aussi de mon côté avec très un sympa ami. le packaging, encore une fois on mettra des photos, mais franchement bravo, parce que ça donne envie de mettre ça sur la table à l'apéro. Ouais, c'est assez sympa et on a lancé du coup le produit en commercialisation là, à l'été 2023 et pour l'instant on a de très bon retour, on est assez satisfait, donc voilà, le projet suit son cours avec encore d'autres idées dans la tête pour l'innover encore Ok. plus. Du coup, donc, tu produis les haricots sur ton exploitation C'est ça. et ensuite pour les transformer, tu fais comment Pour l'instant, donc on transforme en partenariat avec cette fameuse start-up lyonnaise là, qui nous a aidés au départ. Et là, on va voir en fait avec le volume de produits écoulés si demain on n'essaye pas de soit relocaliser la transformation nous sur la ferme ou soit au moins un partenaire un peu plus local. Et pour la vente directe, du coup, comment ça se passe? Donc les produits te reviennent empaquetés directement, là, la start-up elle te les renvoie ou c'est toi qui conditionne derrière? Non, oui. Donc les produits arrivent donc transformés directement dans leur étui plastique. Et donc moi, je commande des étuis cartonnés comme celui-ci. On les met dedans, on met la DLUO et après on met en carton et on expédie. Et donc aujourd'hui, on vend en direct sur la ferme. On a un petit point de vente à la ferme et on travaille aussi en partenariat, donc en B2B avec différents magasins. Donc ça va être des magasins de producteurs, des épiceries fines, des magasins de souvenirs aussi, essentiellement en Vendée et en Pays de la Loire, on va dire, sur le littoral. Et donc voilà, c'est un produit en fait qui est donc à caractère innovant, qui est assez sain puisqu'on est quand même sur des produits à base de légumineuses qui sont non ultra transformés. Hein. On voit encore la trace un peu du haricot blanc brut et qui sont assez, on va dire, allégés, riches en fibres et notamment riches en protéines. Vu qu'on est sur des légumineuses. On peut les commander à distance ou Ouais, on a un site internet, alors c'est pas un site marchand, c'est un site vitrine, mais après il y a tous nos coordonnées, il suffit de passer commande et après on peut soit venir les retirer à la ferme, soit les expédier. Ok, tu as l'adresse du site C'est ça, donc c'est www.gaec-parpounet.fr. Ok, Parpounet, comment tu... Voilà, c'est ça, Parpounet, P-A-R-P-O-U-N-E-T. Ok, très bien, parfait. Très bien pour les haricots blancs. Et après, j'aimerais qu'on parle de la cacahuète. Parce que alors ça c'est vrai que c'est un indispensable de nos apéros. Exactement. Mais sur lequel on ne sait pas grand-chose. Comme les croque-mojettes demain, on l'espère. C'est vrai, ouais. C'est tout ce que je te souhaite, qu'on mange tous des haricots blancs à l'apéro. C'est ça. Mais comment ça t'est venu cette idée de produire des cacahuètes? Et est-ce que tu peux nous raconter un peu la démarche? Là encore, donc c'est un constat qu'on a eu donc en 2020. Nous, on travaille beaucoup avec des magasins de producteurs et épiceries fines. Et pendant le Covid, donc c'est vrai qu'il y a eu un bel engouement de consommation autour de ces moyens de distribution. Et on voyait en fait les consommateurs qui se ruaient vers tous les rayons, notamment les rayons apéritifs. Et un jour, en faisant de la mise en rayon, c'est vrai qu'on s'est questionné sur le fait que beaucoup de gâteaux apéros, ou beaucoup de graines apéritives du moins, consommées en France comme la cacahuète, ne sont jamais pas produites en France. Je crois que c'est plus de 99% Ah oui, qui viennent d'être enlevés. 99,5%, c'est ça. Ouais. Il n'y a que 2 producteurs, on va dire, déclarés en France. Dans un à Soustan, dans les Landes. Un à Soustan dans les Landes, c'est ça. Il doit y en avoir un ou deux autres dans le sud-ouest. Et après, donc, il y a nous en Vendée. Et tu sais dans quel pays étranger c'est produit majoritairement ce qu'on mange? Le premier pays, c'est la Chine en production, et après donc suivi par les États-Unis et pas mal de pays d'Amérique latine et d'Afrique bien sûr aussi à différentes échelles. Et donc bilan carbone pas terrible parce que bien souvent importé donc de l'autre bout du monde et des cacahuètes qui sont bonnes mais qui pourraient être certainement cultivées en France parce que à la base, on ne les cultive pas parce qu'on n'en a pas forcément le climat, mais on voit bien les étés de plus en plus chauds, un changement climatique qui dérègle ou qui
qui réchauffe, on va dire, nos journées et notre terre. Et du coup, on s'était dit qu'on pouvait peut-être essayer de faire cultiver d'autres plantes que les plantes habituellement faites chez nous. Et on s'est lancé du coup dans le test de la cacahuète en 2020. Et alors, les premiers tests, ça a donné quoi? C'est sur combien de temps une culture de cacahuètes? Donc c'est un cycle printanier. Hein. On sème ça au printemps, on récolte ça, on va dire, début de l'automne, fin de l'été. Et donc la première année, mais justement, à notre immense joie, on va dire, on a cultivé et récolté des cacahuètes qui étaient d'ailleurs très bonnes. Et on s'est dit, ouais, mais il y a quelque chose à faire, quoi. Donc deuxième année, on s'est mis à tester en fait différentes variétés, différentes modalités de culture pour essayer de cibler un peu et voir si à plus grande échelle il y avait une faisabilité ou non en fait de la culture. Et Parce qu'il y a différentes variétés de cacahuètes. Voilà, il y a près d'une centaine de variétés en tout de cacahuètes, mais on va dire qu'il y a deux grandes tendances entre des variétés qui sont plus précoces et d'autres un peu plus tardives. Et donc il fallait cibler une variété, on va dire, idéale pour notre terroir. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, et après pareil de la technicité de culture avec du matériel assez spécifique et des choses à maîtriser, quoi. Mais ça se fait assez bien, il y a un peu de BBO et... Oui, tu dis ça comme si tu avais ça en claquement de doigts. Non, c'était pas si facile, mais... Parce que et c'est toujours pas quali. Les machines, donc tu utilises quasiment les mêmes machines que les haricots blancs, c'est ça? C'est ça, grosso modo. C'est une manière de mutualiser, c'est pour ça aussi que tu t'es tourné vers la cacahuète, parce que tu avais déjà... Voilà, c'est ça aussi, c'est parce qu'on va dire que le contexte était favorable, donc à la fois, je disais, au niveau du climat, de la variété qu'on avait ciblée, mais aussi parce qu'on était déjà équipé à la fois en matériel de récolte, à la fois en matériel de tri. Il nous manquait plus que la torréfaction, donc la phase finale. Donc dans un premier temps, je m'étais mis en partenariat avec mon oncle et ma tante, qui sont boulangers, pâtissiers, chocolatiers, donc dans lesquels je faisais, grâce à leur four, torréfier mes cacahuètes. Et là, en augmentant d'échelle, on s'est mis en partenariat avec un acteur du territoire vendéen, qui est un industriel spécialisé dans la torréfaction d'arachide. Ah ouais, ok. Donc tu as dû faire des tests sur la production, des tests sur la torréfaction, sur la transformation et tout. Voilà, c'était vraiment de la R&D à l'échelle agricole, mais avec les mêmes logiques où je travaille actuellement. Et comme je disais, ça fait vraiment les parallèles de mutualisation. Va falloir que tu nous expliques comment tu trouves le temps d'être en alternance chez Inverse, d'être sur l'exploitation et de mener tous ces projets. C'est fou quand même, non? Des fois, tu te sens pas un peu débordé? Ouais, non, c'est ce que t'aimes. Chouette, c'est ça, c'est stimulant. Et si j'en reviens à la production, du coup, est-ce que tu peux nous détailler la saisonnalité de la cacahuète et les différentes étapes de production, en France en tout cas? Donc la semis s'effectue, on va dire, au mois d'avril-mai. Ensuite, la plante pousse en végétation, elle va faire à peu près, on va dire, 30 cm de hauteur. Donc c'est et après, elle fait des fleurs jaunes qui vont devenir par la suite des stolons. Donc c'est des genres de petits radicelles qui vont redescendre vers la terre et qui vont en fait former la cacahuète dans la terre, au même titre qu'une pomme de terre. Donc en gros, la plante, elle va faire un arc pour repartir dans la Exactement, terre. c'est ça, ouais. Des sortes de racines en fait qui sortent des fleurs, qui rentrent dans la terre. La cacahuète va être formée à 3-4 cm du sol. Et une fois en fait que les feuilles vont commencer à dessécher, on va pouvoir venir arracher le pied, les sécher sur le terrain et ensuite venir la battre pour ensuite la trier et la torréfier. Et bien sûr la déguster. Et donc là, à ce moment-là, tu ramasses la cacahuète sous coque, quoi. Oui, comment on peut le décrire pour les auditeurs? C'est les cacahuètes qu'il y a dans les grands sachets. Comme là, les cacahuètes de bar, les cacahuètes de bar là, qu'on doit casser, il y a la petite cacahuète à l'intérieur. C'est ça. Et les plants que tu sèmes, oui. C'est les cacahuètes elles-mêmes en fait. Voilà, en fait c'est les semences, donc c'est la graine qu'on trouve dedans, mais avant torréfaction. Okay. Pour que le germe soit encore valide. Oui, donc ceux qui sont à l'apéro et leurs cacahuètes dedans, c'est pas la peine qu'ils essayent de les planter une fois qu'elles sont torréfiées. Ou alors qu'en fin de soirée. Ça fonctionne pas. Ok, et du coup, tu nous as dit que ça se récoltait quand? Ça se récolte à peu près au mois de septembre. Oui, c'est ça, début de l'automne. Tu as besoin de beaucoup d'eau, les phytos, tu peux nous les pesticides et tout ça? C'est aussi pour ça, dans le contexte actuel de réchauffement climatique, où on doit aussi faire attention aux ressources et à la préservation des ressources, notamment en eau. C'est une culture assez rustique, alors ça nécessite quand même de l'eau, notamment pour le début de la végétation. Mais grosso modo, ça nécessite à peu près, 120 mm sur le long de la culture, quoi. Donc par rapport à un haricot, par exemple, on va être autour des 150, 170. Un maïs aussi, et on reste sur une culture peu gourmande en eau, même si c'est mieux d'arroser, notamment pour avoir des coques de belle qualité. D'où le fait que c'était plutôt cultivé jusqu'à présent dans les pays chauds. C'est ça, chaud et humide, quoi, c'est ça. Ça a besoin d'hygrométrie quand même
importante. Et tu me disais d'ailleurs que généralement, même quand tout était séché, il y avait, si on voyait un champ vert pétard, c'est que c'était les cacahuètes. Et ouais, c'est ça, c'est assez marrant. En fait, en fin d'été, souvent tout est grillé, les prairies, toutes les cultures en tout genre. Et en fait, on sent que ça pousse dans des pays chauds. Visiblement, il ne fait pas encore assez chaud chez nous. Les champs sont encore verts, ouais, même à la fin de l'été. C'est assez marrant à voir dans le paysage. Ouais, Ouais, c'est donc sympa. Ouais. ça peut être des types de production. Bon, on ne pourra pas se nourrir à base de cacahuètes, Bien sûr que non. à moins de prendre tous 50 kilos. Donc. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un des révélateurs du changement climatique et d'adaptation des exploitations. Voilà, adaptation système de culture, et c'est une des alternatives possibles dans nos systèmes de culture de demain, quoi, à condition d'être équipé, bien sûr, et après d'avoir le réseau de distribution, disons. Mais... Justement, les machines, donc tu utilises les mêmes que celles des haricots. Tu nous disais que tu avais dû les adapter. C'est ça, on les a un petit peu adaptés. On les a un petit peu adaptés en fait pour pouvoir répondre en fait aux besoins de la culture. Et voilà. Mais il y a encore un peu d'optimisation à faire. Sinon, c'est pas drôle. C'est ce qui est difficile quand tu lances une production au final qui n'existe pas du tout. C'est que tu n'as pas toujours les outils pour, qu'il faut vraiment défricher le terrain. Quoi. Voilà, mais bon, c'est aussi l'intérêt en fait, d'avoir des exploitations diversifiées. C'est qu'on ne met pas nos œufs dans le même panier. Et on peut aussi tenter certaines choses parce qu'on sait que même si on se ramasse, entre guillemets, il y aura d'autres choses pour compenser et limiter les risques. Quoi. Et après, sur la partie transformation, donc tu nous disais que ça se torréfie une cacahuète. Donc comment ça se passe ça ? C'est dans un sorte d'immense four industriel en fait sur convoyeur où on met les cacahuètes sur le convoyeur et ensuite elles vont rentrer dans un four à une certaine température pendant une certaine durée et à la fin elles passent dans un refroidisseur pour stopper la cuisson et voici elles sont grillées en coque prêtes à être décortiquées et l'intérêt de ça c'est que on garde en fait le goût de la coque et nous en fait on est dans un territoire notamment composé de limon, non la terre en fait est assez limoneuse et donc il reste un petit peu de terre comme ça sur les coques et en fait en faisant la cuisson et la terre sur les coques ça donne vraiment un goût de terroir comme ça et c'est ce qui fait un peu la différence je dirais par rapport aux cacahuètes qu'on retrouve dans le commerce habituellement. Ouais, parce que toi, tu as fait le choix de la vendre encore sous coque, donc pour cette raison-là. Notamment pour cette raison-là, et aussi parce qu'on est encore sur des volumes modérés, et pour l'instant, nous, c'est la facilité, plutôt qu'avoir investi dans une chaîne de décortiquage. Oui, parce que sinon, derrière, les industriels, après, ils décortiquent pour garder que la cacahuète en tant que telle. Essentiellement, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment des filières qui sont montées et qui sont assez solides. Qui n'existent pas en France pour l'instant. Pour l'instant, non. Enfin, il y en a une, mais c'est des industriels, quoi. Il n'y a pas de producteurs et... ils importent énormément et après ils font ça de manière industrielle, c'est ça. Sans la torréfaction, ça donne quoi la cacahuète on peut la manger On peut la manger, ouais, on en a goûté, c'est assez marrant, mais c'est un petit peu goût de verre comme ça, tu vois, c'est légèrement mou et bon, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée pour le palais, tu vois. Ouais. Et pareil, de coup, là, donc tu les torréfies, ça te revient, tu les mets en sachet, comme les croque-mojettes, c'est ça ? C'est ça, ouais, exactement. Mais là, du coup, donc on emmène notre matière là-bas, on assiste en fait à la torréfaction, donc on est vraiment présent jusqu'au bout du produit. Après, on le récupère en big bag et on met en sachet de nous-mêmes, en fait, aussitôt après, pour vraiment garder la fraîcheur de la cacahuète et le croustillant aussi de la cacahuète. Et après, donc on étiquette et on distribue. Parce que le fait que ça soit sous coque, ça suffit pas à garder la fraîcheur et le croquant ça va en fait, on pourrait les laisser peut-être une semaine ou deux, mais après voilà, la coque n'est pas entièrement perméable, donc il peut y avoir un peu d'air qui passe et du coup ça peut altérer on va dire le goût, l'aspect croquant de la cacahuète quoi. Et alors après pour la vente directe, du coup vous faites tout en vente directe, j'imagine que bon, tu nous l'as dit, ça permet de garder de la valeur au produit et de le commercialiser au prix que tu souhaites, mais ça rajoute aussi beaucoup de travail. C'est la minute économie du podcast. Tu t'y retrouves quand même l'un dans l'autre. Tu penses que vous êtes gagnant en fonctionnant comme ça ? On reste gagnant, oui. Alors c'est mon père et mon oncle ont vraiment fait un gros travail sur cette partie-là et travail que moi je souhaite vraiment continuer à développer. En fait, l'intérêt de la vente directe, donc bien sûr, c'est des compétences supplémentaires et du temps en plus et de la gestion, bien sûr. Mais en fait, l'intérêt de ça, nous, on connaît en fait le coût de production et le coût de revient de notre produit. Et l'intérêt, c'est qu'on se fixe un objectif de rémunération pour notre travail et donc on va aller jusqu'au prix final du produit en limitant le nombre d'intermédiaires du coup parce qu'on est le seul intermédiaire et en faisant ça l'entière valeur ajoutée du produit en fait est réappropriée par nous quoi. Donc ça c'est assez chouette. Après voilà, c'est quand même du temps, il faut pas se le cacher. Et c'est aussi donc de la gestion jusqu'à la gestion voilà, même sanitaire du produit parce qu'on en est responsable jusqu'au consommateur. Mais malgré ça oui, ça reste assez intéressant
condition d'avoir des ressources sur l'exploitation, notamment de main-d'œuvre lorsqu'il faut faire la distribution, lorsqu'il faut faire l'ensachage, lorsqu'il faut aller livrer tout ça. Et toi, tu n'es pas souvent sur place, donc malheureusement, sur cette partie-là, j'imagine que tu ne peux pas toujours aider autant que tu C'est ça, ouais. voudrais. Non, mon père s'occupe beaucoup de cette partie-là, c'est son truc aussi, le relationnel, on va dire consommateur et B2B, B2C, donc c'est assez chouette, on est assez, on va dire, en partenariat en famille, et c'est aussi l'intérêt de travailler en famille. Ouais. Et du coup, vous le vendez à combien, là, les paquets ? Alors les croque-molettes, on vend ça donc prix vente directe à la ferme à 3 €. Et après, donc les magasins, ça dépend, on va dire, les prix qu'ils pratiquent, mais grosso modo, on est autour de ça. Et les cacahuètes, on est à 2 € le sachet. Ok. Voilà. Oui, c'est pas très cher parce qu'il y a quand même pas mal de cacahuètes. Eh ben ouais, mais c'est le prix vente direct. En fait, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, personne ne se prend de marge. Et du coup, quand on vend en direct à la ferme, là, vous avez le prix brut directement. Donc, pas hésiter à les commander. C'est ça. Et justement, avec ton père et ton oncle, comment vous vous organisez ? Parce que quand même, 150 vaches déjà, plus la commercialisation, vente directe, plus les cultures et tout ça, comment vous vous êtes répartis le travail ? Alors du coup, ils ont essayé de pas mal mécaniser et optimiser, on va dire, notamment l'astreinte autour de l'élevage. Donc chacun a un peu sa partie, on va dire, le matin quand il faut être aux vaches. Donc il y en a qui s'occupent de l'alimentation, d'autres par exemple du paillage ou des soins. Et ensuite, donc chacun a un peu sa partie. Mon oncle Freddy, lui, est plus sur la partie culture. Il est très bon technicien au niveau de la culture, il suit ça de près. Et mon père, donc plus sur l'atelier bovin et vente directe. Et du coup, voilà, moi je les aide quand je peux, donc c'est-à-dire sur les week-ends ou mes vacances ou le soir aussi, mais plus sur la partie, on va dire, paperasse ou calcul ou établissement de budget sur des projets innovants comme ça, quoi. Comment tu vois la suite ? Du coup, tu te vois t'installer dans combien de temps ? J'aimerais donc m'installer, faire la césure en fait avec eux quand ils vont partir à la retraite. Donc avant, j'aimerais revenir sur l'exploitation progressivement pour faire la transition en douceur. Donc à la fois sur la partie compétences, parce que voilà, ça se transmet pas comme une simple usine de boîte de sardines entre guillemets. Et également aussi après avoir l'aspect capitaux et financiers à reprendre. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les exploitations agricoles, c'est plus des minces affaires à reprendre parce qu'il y a souvent pas mal d'immobilisation liées à du matériel, des bâtiments, du foncier ou comme là du bétail. Et donc ça s'anticipe aussi pour essayer de faire le meilleur montage possible et limiter quand même l'endettement des jeunes qui veulent s'installer. C'est un vrai sujet quand même parce qu'on parle de transmission. Déjà, c'est dur de trouver des jeunes qui veulent s'installer. Mais quand on voit déjà le parcours du combattant administratif que c'est, mais en plus c'est pas la première fois que j'ai cette discussion avec des agriculteurs qui sont embêtés parce que en fait la ferme elle a trop de valeur c'est un frein à la transmission, quoi, parce que surtout si je sais pas si tu as des frères et des sœurs. Si ouais, j'ai un frère. Ouais, et alors en plus si jamais là le cas dont je parle, il y avait une sœur, deux frères et une sœur, deux frères qui s'étaient installés et une sœur qui souhaitait pas s'installer. Alors ça complique encore plus le truc parce que les deux frères doivent une partie à la sœur, et ça devient un imbroglio. Il y a vraiment quelque chose à simplifier, non, à ce niveau-là, ou à alléger, je sais pas. Il y a quelque chose à simplifier, mais il y a surtout en fait quelque chose à anticiper, quoi. C'est quelque chose qui est souvent tabou dans le milieu agricole, qu'on réfléchit souvent par exemple 1 ou 2 années avant de partir en retraite, mais j'ai presque envie de dire que c'est trop tard parce qu'il y a des stratégies à mettre en place en amont pour justement alléger cette charge ou simplement l'anticiper et en fait transmettre de manière progressive l'exploitation pour limiter quand même la dette en fait de celui qui s'installe. Ouais, il faut vraiment anticiper. Et ton frère, il veut s'installer ou comment tu vois? Et mon frère, non, il travaille à l'extérieur. Lui, il travaille dans l'industrie musicale. Ok. Donc rien à voir, mais après, un artiste. Voilà, c'est ça. On peut imaginer faire des événements à la ferme à l'avenir, tour de promotion de produits comme les croque-mojettes, tout ça. Et, du coup, tu t'installerais seul, tu reprendrais l'affaire seul. Pour l'instant, je suis tout seul de la famille à vouloir reprendre. Alors après, je suis pas fermé à une association. J'ai aussi ma copine qui est elle aussi dans le milieu et avec une volonté d'entreprendre et de s'installer. Donc voilà, on verra. Bon, les portes sont ouvertes. Ouais, c'est ça. Parfait. Bon, mais je vais passer aux questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'investir dans l'agriculture comme ça avec tous ces projets? Moi, oui, c'est le côté, on va dire, émotionnel, passion et partage en fait autour à la fois donc du travail qui est effectué sur les exploitations, de l'entité paysagère qu'on continue d'entretenir et surtout de la qualité des produits qu'on peut proposer avec un travail, on va dire, de longue haleine en amont. Ça, tout le monde ne s'en rend pas forcément compte. Mais pour nous, c'est vraiment ce qui me motive en fait, demain à travailler dans le monde agricole, c'est se dire que voilà, au quotidien, on travaille d'arrache-pied, mais pour nourrir en fait les siens avec un métier qui est vraiment à la base de l'humanité. Je veux dire, chacun, on se lève tous les jours et en fait, s'il n'y aurait pas un agriculteur pour nous nourrir, il n'y aurait plus d'humanité, quoi. Donc, je trouve ça assez chouette.
et assez noble quoi, comme vocation. Tu peux. La deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis quand il y aura des cacahuètes sur la table? Ok, faut savoir que les cacahuètes c'est une des allergies numéro 1 en France et dans le monde. Ça représente à peine 1% des allergies de la population, on va dire, existante. Et donc pour ça, on pourrait pallier à manger des croque-mojettes. Très bien, donc pour les allergiques à la cacahuète, c'est 1% de la population qui est allergique à la cacahuète, ouais, c'est ça? C'est ça, ouais, ça fait. Hein. Ouais, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Donc je pense que les croque-mojettes ont de l'avenir. C'est ça, une vraie alternative. C'est tout ce que je te souhaite. Et la dernière question, c'est est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut suivre ton actualité, commander tes produits, nous redonner ton site internet? Ouais, carrément, ouais. Donc nous, on est sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram. Donc notre page s'appelle Gaëc le Parpounet. C'est le nom de l'exploitation, et sur Facebook aussi on vous retrouvez notre gamme de produits sous le nom Papounet Saveur, donc avec le petit jeu de mots Papounet lié au nom de la ferme, le Parpounet. Et après voilà, sur mes réseaux personnels, Louis Lardière, sur les différents réseaux. Sur LinkedIn un petit peu. C'est ça. Et le site web, tu peux le redonner? Le site web, donc www.gaec-parpounet.fr. Parfait. Super. Bon, écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance avec Malcolm pour c'est quand le concours Bazadier? C'est ce jeudi à 13h. Ok, écoute, je te souhaite bonne chance. Je sais pas si je pourrais y être parce que j'ai déjà bloqué pour 16h le concours blanc y a pas de où souci. On a Hervé Larc, on a interviewé sur le podcast qui va passer, mais j'essaierai de venir. Et puis sinon, on se verra le jeudi soir pour les résultats. Dans les réserves, en retour. Merci en tout cas, Louise. Oui, merci à toi, à très vite. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.